Bon, bah, bienvenue, bonjour à tous et bonjour à toutes. On a l'occasion aujourd'hui de parler d'une formation très spécifique avec Esther Artels. C'est une formation qui parle du retour à l'activité rémunérée des femmes allaitantes. C'est une formation très riche. Donc, on va pouvoir en parler pendant une petite demi-heure avec Esther. Bonjour Esther. Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité. On est vraiment contente parce que c'est une formation qui nous tient beaucoup à cœur, que tu as construite avec toute l'expertise et toute la passion qui te caractérise. Et au Village des Naissances, on te connaît bien et on connaît aussi l'engouement que tu provoques quand tu parles de ton métier. Il y a beaucoup de pros qui aiment t'écouter. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, je veux bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous expliques un petit peu ton parcours et en quoi est-ce que l'allaitement, c'est une partie importante de ta vie professionnelle, pour ne parler que de ta vie professionnelle en tout cas. Oui. Alors, donc moi, je m'appelle Esther Artet, je suis biologiste, docteur en génétique et j'ai un master spécialisé en allaitement maternel, pardon, en allaitement et don de lait humain. Parce que maintenant, on ponctualise les humains. Moi, j'ai fait donc mes études de biologie. J'ai fait surtout une partie. J'étais virée vers la biomédecine, la biologie humaine, dans tout ce qui est reproduction, développement embryonnaire, tout ça. Et voilà, avec en fait ces masters, je les fais plus tardivement parce que quand même, il existe depuis le Covid environ. Ok. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fondé Haricot en Provence, Graines des connaissances, qui est un centre de formation et accompagnement pour des professionnels et pour des familles, tout autour de l'allaitement. Après, j'ai aussi une expertise en sommeil de l'enfant, diversification alimentaire, éveil. Mais c'est vrai que l'allaitement a un point très, très important dans, dans Haricot en Provence et pour les formations professionnelles, professionnels de santé, professionnels de la périnatalité et professionnels aussi de la petite enfance. Est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, une petite parenthèse, Haricot en Provence, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu as appelé ton entreprise Haricot en Provence, graines de connaissances? Alors, Haricot en Provence, c'est parce que un bébé, en fait, il grandit comme un petit haricot. Alors, on parle beaucoup des petites graines souvent, et c'est une graine qui va grandir et que souvent il a besoin d'un peu d'aide de tout son entourage pour qu'elle grandisse bien et qu'il finisse pour fleurir et faire des haricots. On aurait pu choisir peut-être aussi, je ne sais pas, une lentille ou un petit pois ou je ne sais pas, ou simplement une graine. Mais haricot, quand même, il y a une petite partie personnelle parce que quand j'ai tombé enceinte, en fait, mon enfant, on l'appelait pendant des mois et des mois, presque, même après sa naissance, on l'appelait Fazoulette. Fazoulette, c'est haricot en catalan. Ok. Et du coup, en fait, c'est venu tout seul. On avait fait, même avec des amis, une brainstorming, comment je l'appelle. Graine des connaissances, c'était clair et net. Mais après, on a dit, ah, mais ça serait tellement bien que ça soit justement ça parce que c'est, il a allaité. Voilà. Hmm, Ça fait cette ça fait partie de écho. moi personnelle que je propose. Et en Provence, c'est parce que voilà, on habite à côté de Marseille. Mais bon, on va vraiment très loin parce qu'on est à l'international aussi. J'ai des mamans qui s'accompagnent en visio. Oui, tu as vraiment comment dire, un rayonnement qui est plus large que le local. Voilà, parce Hmm. qu'avec la visio, c'est vrai qu'on arrive très loin. Et moi, même en local, hein, je peux faire des consultations pas qu'en français. Il y a le catalan, il y a l'espagnol. Donc, ça permet d'aller planter cette petite graine C'est un peu ça, un partout. peu partout. Et alors justement, cette formation que tu proposes aujourd'hui, qui est une formation qui est plutôt récente, hein, tu la proposes depuis cette année. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est sa particularité? Il existe plein de formations de toutes sortes pour accompagner les femmes qui allaitent ou qui veulent allaiter. Toi, ta particularité sur cette formation spécifique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, cette formation, donc, oui, j'ai pas spécifié. Quand j'ai fait le master spécialisé en allaitement, c'est un master qui est de l'Université autonome de Barcelone, comprend un travail de recherche. Je l'avais fait à l'époque Covid, ce master.
Et mon travail de recherche était sur l'allaitement au travail en France. Donc, c'est un travail de Mm. recherche qui a sorti aussi publié dans des journaux spécialisés et qui, en fait, je donne aussi des cours sur comment accompagner la maman allaitante au retour au travail rémunéré dans les DU, les diplômes universitaires d'allaitement de l'Université de Marseille. Oui, c'est important de le dire Euh, aussi. oui, et du coup, en fait, c'est quand même une expertise que j'ai parce que avec le travail de recherche, on a eu beaucoup de réponses, on a contacté plein de mères allaitantes. Après, ces derniers temps, il y a de plus en plus de besoins, il y a de plus en plus de demandes de comment on fait. Les mères veulent savoir, pas forcément allaiter et travailler, mais aussi allaiter et travailler, mais il y a aussi le sévrage, il y a toute une série de choses, de possibilités. Et après aussi la partie juridique qui pas tout le monde la connaît vraiment. On a fait vraiment Mm. un audit juridique avec des avocats. Et du coup, donc c'est une formation que je donne à l'université que pour les étudiants du DU, sauf qu'elle est plus courte. Et donc cette expertise des connaissances plus déjà des formations m'a apporté à dire non, mais il faut plus en fait. Ils demandent plus, mais même les étudiantes du DU demandent plus. Ils m'envoient des mails, me demandent, me posent plein de questions. Donc si les modules doivent durer 4 heures, parfois on se rallonge, on se rallonge. Et du coup, je me dis non, mais il faut que je le rallonge et que je les propose aussi à d'autres Mm. gens parce que les étudiantes du DU, bon, c'est limité, mais il y a beaucoup d'autres professionnels de santé. Il y a les IBCLC aussi qui vont pas forcément faire les DU et qui sont Mm. aussi intéressés. Est-ce que Donc, tu peux d'ailleurs préciser ce que oui, c'est que les IBCLC pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément familières avec l'allaitement? oui. Alors, donc, en allaitement, on a on a les accompagnantes ou les conseillères. C'est des gens qui, des fois, sont des mamans qui sont un peu formées, qui font partie d'une association, qui connaissent un peu un allaitement, qui vont justement accompagner les mamans. Mais après, on a les consultantes en allaitement. Ce sont des personnes qui ont des formations vraiment poussées en allaitement. Moi, je dis toujours que formation poussée en allaitement, il doit comprendre, ça c'est l'international, donc on essaye de faire aussi en France, de faire un peu cette idée, euh, un minimum de 80-90 heures de formation en allaitement. Un DU, par exemple, dans une formation universitaire poussée qui fait une 130 heures ou 140 heures en fonction du DU en allaitement qu'on choisit. Et après, il y a les IBCLC. Les IBCLC, en fait, c'est une certification. Cette, cette personne, quand elle veut, une personne qui veut être IBCLC, doit démontrer qu'elle a 14 matières à niveau universitaire en santé, en développement, en anatomie, en nutrition. Ce sont 14 matières qui sont listées. Ok. Donc, forcément, quelqu'un qui est personnel de santé, une sage-femme, un pédiatre, une Mm. infirmière, il les a, ces 14 matières. Il n'y a pas besoin à les lister. Mais si on n'est pas personnel de santé, on doit lister. Là, par exemple, moi, je devrais les lister parce que je suis biologiste. Ok. Euh, après, elle doit démontrer qu'elle a une formation en allaitement d'une centaine d'heures d'allaitement dans les dernières 5 ans. Donc, une formation actualisée en Ok. allaitement. Il comprend aussi ce qui est écoute active, donc les traitements. Ça, c'est assez nouveau. Avant, c'était pas comme ça, mais c'est vrai, nous, les traitements avec les mamans, comment bien les écouter, comment bien les accompagner. Et après, je n'ai rien oublié, oui, 1000 heures, on doit certifier 1000 heures d'accompagnement, de consultation, de travail avec des mères allaitantes. Ok. Donc, 1000 heures, forcément, on ne les fait pas comme ça rapidement. Et encore en France, Ouais. on est les pires pays du monde en taux d'allaitement, donc ça prend son temps. Mais Mm. bon, en 5 ans, on le fait largement. Hein, mais voilà, donc une fois cette personne pu démontrer tout ça, elle va passer un examen qui s'appelle l'examen de IBCLC. Et bon, tout ça, c'est payant, évidemment, parce Mm. qu'on est dans une société de consommation. Et donc, si elle passe cet examen, on lui donne un numéro de IBCLC, donc de certifié IBCLC. Donc, c'est une certification internationale. Donc, cette dame, ou cet homme, hein, qui a fait cet examen, qui a fait toute cette certification, elle peut aller avec cet tampon n'importe où dans le monde en disant, Ok. et peut démontrer que
Elle a tout ça. Un Ok. DO d'allaitement qui est reconnu par l'État parce que c'est un diplôme université français. C'est pas c'est caché, c'est une autre chose. Mais si on va dans un autre pays, bon, Hmm. si tu restes en Europe, c'est reconnu. Mais c'est vrai que Ça n'a peut-être pas le si même vous poids. voudrez aller, voilà, ça n'a pas le Hmm. même poids. Après, en France, ça a le même poids parce que Oui. c'est différent. C'est différentes façons de montrer aux mères Hmm. qu'on a une expertise en allaitement. Moi, j'ai le master spécialisé en allaitement de l'Université de Barcelone. Donc, c'est 750 heures de formation en allaitement. Donc, Waouh. je les dépasse, oui. Plus le travail de recherche, etc. Donc, c'est vrai que comme c'est l'Université de Barcelone, on reste en Europe. Donc, je n'ai pas non plus à devoir Oui. montrer. Mais si je voudrais avoir les cachets de celle-ci, je devrais faire comme tout le monde, Hmm. tout montrer et passer l'examen. Après, c'est des choix de comment arriver à avoir une expertise en allaitement. Oui, c'est ça. Ok. Et donc avec toute cette expertise-là, donc toi tu accompagnes pas mal de familles, de pros et de familles hein, sur ces Oui, questions-là, et tu as voulu créer une formation spécifique, comme tu disais tout à l'heure, pour apporter un plus en fait à toutes ces pros qui sont en demande. Est-ce que tu avais l'impression qu'il manquait de la pratique ou qu'il manquait des spécificités, des informations? Quel était ton, enfin quels sont les critères auxquels tu voulais répondre dans cette formation spécifique? en fait, il y a donc la partie, comme j'ai dit, une partie, ça commence avec une partie sociale, donc la situation de l'allaitement en France, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas forcément comment c'est cette situation qui est catastrophique, vraiment, quoi qu'ils en disent. On a vraiment très, très peu d'allaitement en France. Et cette partie juridique, parce qu'on a tendance à croire que, ouais, il y a une pause allaitement et après, il y a des locaux d'allaitement obligés. Et en fait, on voit que non, la loi, en fait, en France, elle protège presque pas l'allaitement. C'est Hmm. vraiment compliqué. Et ça aussi, ils doivent le savoir, les professionnels, pour pas donner de Oui. fausses réponses à cette mère que c'est pas non plus. Et, et après, c'est aussi très visé justement à l'écoute. Donc en fait, avec cette formation, on va prendre plein de possibilités qui peut avoir cette mère et aussi à l'écouter, à l'accompagner, à pas lui dire ah ok donc vous travaillez de telle heure à telle heure et donc vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est cette mère, elle a plein de possibilités. Elle peut décider de sévrer, elle peut décider de faire juste un sévrage partiel parce qu'elle ne veut pas s'étirer le lait. Oh, l'âge qu'il a l'enfant, on peut lui dire, bon, comme vous voulez, vous pouvez vous tirer le lait ou pas parce que votre enfant, il est déjà diversifié. On peut lui donner un yaourt quand vous n'êtes pas avec lui. Ou bien elle dit non, mais l'enfant est plus petit, il a besoin de lait, mais je ne veux pas me tirer le lait, je ne me sens pas confortable à me tirer le lait. Donc, on peut faire un sévrage partiel, passer à faire ce qu'on appelle un allaitement mixte, c'est-à-dire qu'elle va donner son lait quand elle est avec son enfant et il va y avoir donc de préparation pour nourrisson quand son enfant est gardé. Ou bien, elle veut vraiment s'étirer le lait. Et là aussi, on voit beaucoup de professionnels qui connaissent peut-être un tire-lait aux deux parce qu'ils les ont vus pendant ses études dans une maternité ou parce qu'ils ont utilisé peut-être un tire-lait aux deux. Et là, en fait, cette formation, ce qui caractérise aussi, c'est que j'ai une quinzaine de tirelets. Je ne les ai pas comptés, mais je pense que c'est ça, 14 Hmm. ou 15 tirelets différents, avec plein d'accessoires différents. Et on va aussi parler surtout d'un gros débat qui est actuellement, c'est comment on mesure. La taille Parce que la taille des du tétrelles. mamelon, du Hmm. téton, parce que chaque maman, on a notre taille et de la même façon qu'on ne va pas faire une randonnée avec des chaussures qui ne vont pas, pourquoi on allait s'étirer le lait avec Hmm. un appareil qui n'est pas à notre taille. Ok, donc tu vas pouvoir apporter toutes ces réponses-là pour que les tirs-là qui soient Voilà, choisis soient à la fois, enfin correspondent à la, comment dire, au fonctionnement de la maman, manuel ou non, double pompage ou non, enfin toutes ces voilà, spécificités, mais aussi tout à comment on fait. choisit la taille, parce que c'est vrai que quand on va en pharmacie, c'est pas forcément si évident de savoir quelles sont les bonnes tailles et les bons modèles encore moins, c'est pas forcément évident Oui, quoi. oui,
tout à fait. Et en plus, aussi, je vais expliquer aussi d'autres accessoires qui existent de plus en plus. Parce que les grandes marques super connues de tirelet, elles ont ces tailles-là. Elles ont décidé que les tailles standards, c'est, par exemple, je vais dire plus ou moins 21, 24, 27 millimètres. Certaines font des tailles un peu plus grandes, mais les tailles petites sont très souvent oubliées. Et du coup, il y a des adaptateurs, il y a toute une série de choses. Et on est aussi, hein, je ne m'arrête pas avec la recherche, parce que moi, j'ai travaillé dans la recherche. C'est vrai que je garde cette recherche donc de tester les tirelets avec les différents adaptateurs, s'il y a des pertes de puissance ou pas. En fait, c'est vrai que la partie tirelet, elle est importante parce que justement, moi, je veux qu'ils puissent avoir voir qu'est-ce que ça peut faire de prendre un tirelet ou l'autre. Est-ce qu'il peut y avoir perte de puissance? Est-ce que ça peut faire mal ou pas? Bon, Oui, ok. tout ce type de choses. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a cette vision globale sur le paysage du tir-allaitement, parce que finalement, il y a autant de possibilités avec toutes ces comment dire toutes ces marques et tous ces accessoires, et on n'a pas la possibilité en tant que parent, et encore pas non plus en tant que professionnel, d'avoir cette vision globale. Donc c'est bien de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un comme toi qui a fait ce travail de recherche et de comparaison. Et puis j'imagine que pendant ta formation, tu les montres, tu donnes aussi pas mal d'informations sur leur fonctionnement. Je sais que tu aimes bien Tout aussi à fait. manipuler, c'est quelque chose Oui, qui est important pour toi. oui, oui, c'est vrai que souvent, parce qu'on n'a pas parlé comment ça se passait, mais cette formation, elle est pensée pour être présentielle, semi-présentielle, parce qu'il y a cette partie de le toucher, de avoir, bon là, je ne l'ai pas amené, mais bon, voilà, les seins, mais les seins en silicone qu'on peut adapter au tirelet et qu'on voit comment ça tire Mmh. et les différents types de puissance, qu'ils puissent voir monter, démonter, parce que moi, évidemment, je n'ai pas tous les tirelets du marché, hein, je dis 14-15 tirelets, C'est déjà pas mal, mais hein. oui, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que ça touche les types de tirelets existants. Donc, Mmh. de gros tirelets hospitaliers qui vont être branchés, aux tout petits là qui se cachent et qu'on ne voit pas. Donc, Mmh. j'ai né deux, trois de chaque type. OK. Après, bon, forcément, il y a des marques, mais je regarde pas les marques. Je dis les types. Ouais, ouais, je c'est, comprends. parce qu'il faut moi, je pense que c'est important de pouvoir le manipuler, de pouvoir le voir Mmh. et qu'il peut voir les différentes fonctionnalités et qu'après, bon, on est des humains, hein, on va dire, ah, celle-ci, je l'aurais aimée pour moi, ou je préfère celle-ci, personnellement. Mais après, c'est ce qui ça convient à la maman, ou pas. Oui, c'est ça, complètement. Et puis, enfin, j'imagine que c'est aussi important parce que, comme tu l'as dit, tu accompagnes les professionnels, donc tu vois un petit peu comment elles fonctionnent, de quoi elles ont besoin, quelles sont les questions qu'elles se posent aussi dans leur pratique au quotidien avec les mamans. Et en termes de questions sur le sevrage ou sur le choix du matériel, j'imagine que ta formation, tu l'as aussi réfléchi en fonction de tout ce que tu as comme retour de ces professionnels. Tu as beaucoup travaillé, toi, avec voilà, les tirelets et puis en formation. Donc, c'est aussi des retours, enfin, ce sont aussi des retours qui t'ont nourri pour préparer cette formation. Tout à fait, tout à fait. C'est une formation qui, comme je dis, elle a évolué parce que depuis que j'ai commencé au début à la donner, elle a évolué. Et là, disons que j'ai fait le saut pour la faire plus large, plus importante, avec beaucoup plus d'informations Mmh. qui sont justement demandées. Et en y ajoutant aussi, pour que les professionnels les sachent, les résultats de cette étude qu'on avait fait sur leur retour au travail, OK. c'était donc les mamans, ce qu'ils recherchent, ce qu'elles ont besoin. Donc ça s'ajoute, c'est vraiment une formation qui permet, il y a des cas réels aussi dans la formation auxquels donc je leur présente des cas, c'est des exercices, c'est une formation avec beaucoup Mmh. d'exercices, avec D'accord. beaucoup de parler, parce que j'apprends aussi, parce qu'il y a Ouais. toujours quelqu'un qui explique un nouveau cas, Mmh. mais qui permet aussi de montrer et dire, bon voilà, donc on a ces cas réels, qu'est-ce que vous posez comme question, voilà, il y a un échange, qu'elle puisse aussi voir comme dans un même cas, il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Et Mmh. dernièrement, c'est toujours la maman. Nous, on est là pour l'informer et qu'elle fasse son choix éclairé Mmh. euh, de comment mener son allaitement. OK. Donc tu l'as dit, il y a du cas réel qui sont pratiqués
avec les apprenantes. Il y a des apports théoriques aussi, notamment le partage de cette étude dont tu parlais. C'est une étude qui date du moment du Covid, c'est ça? Un petit peu après le Covid? Oui, en fait, c'était en 2021 qu'on l'a Ok. fait. Donc, où il est publié, il y a une petite déviance parce que il y a, par exemple, le pourcentage à un moment, donc raison pour lesquelles vous avez, c'est vrai. On avait un petit pourcentage qui ressort, c'était donc les Covid Ah oui, pour oui, oui, bien sûr. les personnels de santé qui a Hmm. dû se vacciner du Covid s'ils devaient aller travailler. Et au début, les mamans allaitantes étaient obligées de, c'est vrai, s'ils voulaient se vacciner du Covid, et elles étaient personnels santé. Hmm. Et ça, c'est sûr que si on le fait maintenant, cette raison sortirait pas comme ça. Bien sûr. Mais sinon, ça nous a donné vraiment une grosse. C'était le 21, donc c'était 2021, donc Covid était C'était déjà après Covid, ouais. passé. Hmm. Oui, Ok. Donc effectivement, dans ta formation, il y a du théorique, mais il y a surtout du pratique. Il y a beaucoup oui, de démonstrations aussi de matériel. Alors tu dis que c'est en semi-présentiel. C'est une formation qu'on oui. peut faire aussi en distanciel à 100%, c'est ça? Même s'il n'y a pas forcément de manipulation, tu montres quand même tout le matériel. Oui, après, donc, en pardon, en distanciel, ce qu'on va voir, c'est des vidéos qu'on a aussi dans la partie semi-présentielle. Sauf que en distanciel, ce qu'on va faire, c'est que cette partie où on va toucher, ça va être avec une visioconférence et je vais montrer. Ok, C'est la différence et ça va, ça se passe différent parce que ces moments-là, je montre en fonction de comment on avance les exercices. ok. Quand on est en présentiel, on a la table avec tout et on peut Hmm. directement manipuler. Hop, je vais te faire. Oui, donc voilà, finalement, dans une modalité semi-présentielle ou distancielle, dans tous les cas, on a accès à cette Oui, partie finalement matérielle. Euh, oui, et quel que soit, parce qu'en fait, toi, tu interviens en semi-présentiel, si je me trompe pas, dans le sud de la France. Euh, oui, si, oui. Pour le moment, c'est dans le sud de la France parce que bon, voilà, je suis ici. ouais, Mais après, je suis pas du tout fermée. Si, par exemple, il y a un groupe de professionnels qui voudraient bien la faire, bien faire cette formation, mais disons, on va pas tous venir dans la zone de Marseille, Brignoles en novembre, mais je sais pas, on est à Lille, je sais pas, peu importe. hmm, Et donc, je peux me déplacer. Donc, voilà, on en parle. On dit, bon, on oui, est bien 10 sûr, ouais. personnes qu'on veut faire cette formation en tel endroit de la France. On se déplace, ça peut se faire. Après, tout se parle. Ouais, tout s'imagine. Donc, ce sont des formations Oui, qui sont hybrides, qui peuvent comporter les deux modalités, qui comportent oui, des exercices, tu l'as dit, des cas réels, des cas pratiques, d'une partie matérielle, etc. Et qui sont aussi, c'est important de le dire, certifiés Calliope. oui, oui, oui. Ça suit le processus Qualiopi. Donc, ça peut être financé par l'OPCO ou par, je sais pas, par s'ils sont des nombre de professionnels qui sont dans un centre, dans un hôpital et que l'hôpital veut les financer. Voilà, on Ok, signe classique Qualiope, on signe les documents qu'il faut et voilà. ok. Et ce sont des formations pour lesquelles tu as des groupes de combien de personnes? Entre 10 12, parce que Ok, comme on va manipuler et on va faire beaucoup des exercices, c'est ça c'est quelque chose aussi qui se tient encore, que ce soit une petite groupe. J'ai ok, vu la différence aussi quand on oui, a ODU, c'est quand ça. on a des gros groupes d'amphi ou quand on est un petit groupe. C'est plus Et là, facile. je tiens vraiment que ça soit un petit groupe. Ok, ça marche. Et alors les personnes qui sont intéressées, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, mais c'est bien de le redire, le profil du public pour ces formations, ce sont des professionnels de santé ou de périnatalité, c'est ça, hein? Oui, petite enfance aussi. Mhm. Après, j'ai d'autres formations que j'ai vues dans des crèches ou de maisons d'assistance maternelle spécifiques de comment accompagner, recevoir une famille allaitante parce qu'on va garder un enfant allaité. Ça, Ok, c'est des formations plus spécifiques pour ça. ok. Mais bon, on peut aussi la faire. Hein. On apprendra beaucoup de choses aussi Mhm. qui peuvent servir dans Oui, la dans sa crèche ou en pratique. tant qu'assistante. Oui, tout à Mhm. fait. Ok. Donc tu as ce public, je vais y arriver. Tu as ce public, et puis est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien de temps ça prend? Quel est le déroulé
par rapport aux exercices, du temps à passer, à consacrer à cette formation en individuel? Alors, donc, ça fait autour de 7 heures. Donc, c'est une journée. Si c'est un présentiel complet, c'est une journée. Semi-présentiel, donc, il y aura des vidéos en amont et après, il y aura, donc, il peut faire 4 heures, 5 heures maximum Un exercice et qui est pratique? en exercice, voilà. Euh, Parce qu'il y a aussi, il y aura une partie de théorie pendant cette semi-présentiel, ça va se faire en présentiel. Mmh. Et sinon, si par exemple, donc, on veut faire que en distanciel, donc on va compter environ 5 heures de vidéos à regarder en amont. Il y a un groupe de WhatsApp en fait qui va se créer pour voilà partager parce que pendant les vidéos aussi je propose d'aller commenter si vous avez des doutes, posez-les dans le groupe. En fait, à fur et à mesure qu'on avance les vidéos, on va aussi devoir répondre des petites choses. Et après, 2 heures de visio pour finir. Donc toujours autour de ces 7 heures. Bon, il faut être carré 7 heures. OK, ça marche. Après, je me connais, souvent c'est plus parce qu'on me pose des questions, on commence à parler et finalement on fait plus de 7 heures, mais la formation est pensée pour 7 heures. Mmh. Je comprends bien que quand on pose une question à Esther, en général, on a une réponse fournie, ce qui est très bien parce qu'on a Voilà. les réponses à nos questions. Non, mais c'est très bien. C'est un compliment, Esther. C'est vraiment un compliment, je t'assure. Et Et tu vois, tu as dit une demi-heure et je sais pas, on va passer une heure là. ça, c'est bien. On est pas mal dans le timing. D'accord. Est-ce que tu veux nous dire, pour terminer, les dates que tu as prévues, les prochaines dates d'inscription, et puis le coût aussi de cette formation? Alors, donc, date d'inscription, de toute façon, pour m'inscrire, c'est toujours, on me contacte, on en parle parce que comme c'est une formation pour accompagner la maman qui allait. Je vais pas faire la physiologie de l'allaitement, comment on va faire, comment ça se passe, tout ça. Je considère que ça doit déjà C'est déjà être acquis. compris. Mmh. Donc, normalement, on n'a pas un endroit où on clique et on s'inscrit, c'est qu'on m'envoie un mail, on va Oui, parler. Et après, bon, je ne demande pas non plus avoir de grandes connaissances, mais un une minimum de base. connaissances Mmh. de base de comment ça fonctionne à l'allaitement pour que quand on va expliquer comment réaliser un sévrage, ça se voit tout à fait logique ce qu'on Mmh. fait en fonction de l'âge de l'enfant, OK, par exemple. ça marche. Et effectivement, pour toute la partie de base, il y a plein de formations qui existent, y compris Ah chez oui, toi. Donc, on peut oui, bien sûr oui, se former. après, oui, 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 après, c'est des autres Ça, formations, voilà, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de l'accompagnement de la femme allaitante qui retourne à une activité tout rémunérée. à fait. Mais bien sûr, si on n'a pas la base de ce travail, mais que ça nous appelle, on peut bien sûr réaliser d'autres formations en amont. Bien sûr, Exactement. ça marche. Et donc, pour le coût de la formation, euh, Ce sont 250 € ça marche. par personne, voilà. OK. Avec effectivement des financements en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de Oui, très accessible. financé, tout à fait. Et Donc, c'est petits groupes. C'est après, ça va rester, par exemple, donc les groupes WhatsApp, ça reste quand même pour pouvoir aussi collaborer plus échanger. tard. C'est pas un groupe qui s'est créé et qui après disparaît. Non, non, les Mmh. groupes restent. Donc, en tant que professionnel, c'est aussi on fait du réseau. Mmh. Il y a aussi bon, ça comprend aussi le matériel pédagogique, bon, comme toute formation qui est Calliope, même si on passe pas par le financement Calliope, on a Mmh. toutes les qualités qu'on a avec un Calliope. Complètement. Et puis c'est une formation qui est vraiment très accessible parce que le prix est vraiment très intéressant par rapport à tout ce qu'il y a comme contenu et comme échange et comme outil. Tu parles de cas pratiques, tu parles d'exercices, tu parles de vidéos commentées, tu parles de matériel que tu montres, de la recherche que tu as faite. Tout ça, c'est vraiment un concentré de connaissances et de compétences qui sont à disposition sur une journée. Oui, Donc, c'est vraiment un cadeau hyper intéressant pour tous les pros qui veulent accompagner ces mamans. C'est vraiment oui. une brique hyper Et intéressante c'est, à c'est, ajouter.
Oui, et c'est surtout en base scientifique, c'est-à-dire que même quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas trop bien au niveau scientifique, parce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas trop bien, je le dis, voilà, Mm. on a cette connaissance, on a cet article qui a dit ça, il y a cet autre article qui a dit ça. Mm. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est pas de on dit, c'est vraiment tout en base scientifique, même Mm. des choses qu'on j'incorpore à fur et à mesure qu'il avance, j'ai toujours avec une vieille Ouais, en tant une que veille chercheuse. importante. Oui, et ça évolue. Donc peut-être cette formation actuellement, elle est comme ça. Et peut-être dans un an, il va y avoir de nouvelles connaissances qui apparaissent. Et donc, je vais les incorporer. Là, c'est ce que je fais Mm. toujours avec mes formations. Les connaissances évoluent, donc on va les incorporer. Oui, l'avantage avec Esther, c'est qu'on a vraiment cette approche scientifique et vraiment pointue, j'ai envie de dire, qui fait qu'on n'est pas du tout sur des tendances ou des injonctions à faire comme ci, faire comme ça. Tout est vraiment à chaque fois documenté. Et c'est pour ça aussi que tu apportes des réponses qui sont fournies, c'est parce que ton travail et tes réponses sont toujours vraiment très documentés. Donc c'est aussi une garantie en fait pour les pros qui te suivent d'avoir un bagage solide à apporter auprès des familles. Donc, c'est important de le redire. J'aimerais bien te poser une dernière question, Esther, parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose et j'aimerais bien que tu en parles aussi avec ton point de vue. Tu disais, c'est vraiment enfin, la situation de l'allaitement en France est vraiment catastrophique. Est-ce que tu peux nous préciser parce que j'ai bien compris que voilà, tu parles du faible taux d'allaitement par rapport à plein d'autres pays. J'imagine que tu l'expliques parce que il n'y a pas un, comment dire, une information suffisante ou un soutien suffisant ou des dispositions juridiques suffisantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi cette situation est vraiment, comment dire, je cherche un mot qui soit le bon, en quoi cette situation est dommageable pour les mamans, parce que bien évidemment, dans tout cet échange qu'on a eu, il s'agit en aucun cas de culpabiliser les mamans qui ne veulent pas allaiter, c'est complètement ok, Non. et c'est pas du tout ça le propos d'Esther quand tu dis que c'est catastrophique, mais c'est plutôt que le soutien n'est pas forcément Oui, toujours là. oui, en fait, quand je dis catastrophique, c'est qu'une maman qui veut allaiter, attention, une maman qui veut allaiter, parce qu'une maman qui veut pas allaiter, c'est son choix. Je vais jamais obliger à quelqu'un à allaiter. En fait, personne devrait être obligé à faire quelque chose Mm. qu'il veut pas faire. Et moi, j'ai dit souvent en France, bon, dans une grande partie des pays européens, hein, occidentaux, on a la chance, les femmes, de pouvoir décider si on veut ou pas avoir des enfants. Par contre, une fois on a des enfants, on est souvent puni, surtout les femmes qui ont une carrière et qui veulent travailler Mm. en dehors de la maison parce qu'on travaille toujours. Mm. Il y a comme une sorte de punition à tes mamans, donc on les laisse un peu de côté. Si en plus cette femme pense je veux allaiter, c'est encore pire. Du coup, les choix de la femme sont conditionnés, Réduit. Mm. sont réduits parce que et après en France il y a une grosse mentalité de soit t'allaites soit tu travailles, tu peux pas faire les deux choses. Mm. Quand on regarde juste autour de nous et on le voit, oui on peut faire les deux choses. Mm. Et du coup moi ce que j'ai vu c'est que les femmes peuvent avoir son choix. Donc une femme qui a désiré un enfant, qui a fait un enfant, une fois elle a son enfant, qu'elle puisse aussi avoir le choix de son corps de décider je veux allaiter ou je veux pas allaiter. Si elle veut pas allaiter, euh, on va Mm. c'est vrai et il n'y a pas un souci. Après, oui, on va parler avec elle pour savoir qu'elle veut vraiment, c'est vrai, parce que des fois c'est un sévrage parce qu'elle croit que elle va pas pouvoir parce que et ça arrive, hein, elle Mm. pense que c'est Complètement. impossible d'aller travailler en continuant son allaitement. Mm. Au fond d'elle, elle voudrait, mais elle pense que c'est pas possible, donc elle décide de sévrer. Donc oui, il a une information biaisée. On va lui expliquer. Pas pour lui dire, ouais, il faut. Non, c'est juste, on va l'expliquer pour voir si elle dit, Mm. ah ouais, j'ai pu, mais alors je voudrais. Ou bien elle dit, bon, d'accord, mais moi, je veux pas. OK? Ouais, c'est ok, bien C'est sûr. juste
s'assurer que Mm. le choix de la femme est éclairé. Mm. Et justement, cette formation commence avec comment on sèvre, comment on fait pour sévrer, Mm. parce que c'est un choix. Et Complètement. après, comment on fait pour faire un sévrage partiel, parce que c'est un choix. Et c'est, quand je dis catastrophique, c'est le fait qu'on se trouve combien d'histoires d'allaitement horribles qu'on Sacrifié, a, ouais. parce que Mm. des mamans qui arrivent, c'est son deuxième enfant, son troisième, et qui nous disent, mais celle-ci, il faut que ça marche, Oui. parce que les autres, ils n'ont pas marché. Mm. Et en parlant avec elle, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Ah, si j'aurais su ça pour mon deuxième ou pour mon premier, là, Mm. je voudrais pas avoir à entendre si j'aurais su. Mm. Parce que C'est ça veut vrai. dire que cette femme a sévré sans vouloir. Mm. Elle Et il y n'a en a pas pu beaucoup des faire ses histoires comme choix. ça. Mm. Voilà. Et moi, ce que c'est les choix de la femme. Pour moi, le féminisme absolu, c'est que la femme peut choisir sur son Mm. corps. Et Complètement. c'est pas que elle est obligée de faire quoi que ce soit. Et on est loin de ça encore. Tout ce qui est maternité et Mm. allaitement, on est loin de ça. Complètement. Et c'est vrai que c'est là où le mot catastrophique est juste. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes, par manque d'information ou d'accompagnement, qui Oui, finalement ne mènent pas leur choix jusqu'au bout. Et on comprend bien voilà. qu'elles soient empêchées de faire ces choix. Et on comprend surtout qu'après, ça c'est quand même plutôt invisibilisé, toutes ces femmes qui ont sacrifié leur allaitement pour continuer de travailler ou pour d'autres raisons, c'est difficile à vivre après. Et pendant des années, tu le dis là, des mamans qui ont eu un premier ou un deuxième et qui au troisième arrivent avec une espèce d'attente énorme et se disent si j'avais su, si seulement, si seulement. Et ben, c'est un poids qu'on porte pendant des années en tant que maman ensuite Oui, parce que c'est important pour plein de femmes d'allaiter pour plein de raisons différentes. Et quand on peut pas faire cet allaitement jusqu'au bout, bah parfois on le paye des années encore après. oui, oui, oui. En fait, quand j'ai dit catastrophique, c'est pas un niveau de il y Mm. a plus ou moins. Certes, on est les taux d'allaitement en France sont les pires du monde, ça, on est d'accord. Mais c'est pas ça. C'est catastrophique, comme tu m'as bien dit, pour matiser. C'est vrai, c'est le fait que la femme peut pas faire ses choix. Moi, j'ai vu des allaitements heureux. Un allaitement heureux, c'est pas parce qu'on allait jusqu'à 10 ans. C'est parce qu'on allait en faisant notre choix on peut avoir des allaitements heureux de 3 heures. Oui. Et c'est très bien. Mm. Et les roses comme ça, c'est son choix parfait. Parfait. C'est pas un Mm. souci. Le respect C'est de la femme. voilà, tout Mm. à fait. Et c'est toujours moi, toutes mes formations sont visées, et mes accompagnements. Mm. J'ai mis la femme au centre parce que normalement, en professionnel de santé, on regarde le bébé. Le bébé grandit, il prend du Mm. poids, il va bien, mais on regarde pas la femme. Et peut-être la femme, elle est à côté, elle est en train de pleurer, elle va très mal, mais on la regarde pas. Mm. Et du coup, ces bébés, il faut pas être au Oui. 100% bien parce que sa maman, elle est pas bien. Mm. Mettons la femme au centre. Ah, faisons un petit cocon autour de cette femme pour que ce bébé aille bien. Quand on regarde, voilà, comme biologiste, hein, évolution humaine, je parle toujours à l'époque des cavernes, quand l'espèce humaine est apparue, la femme, elle était entourée de plein de monde. Elle était, et pendant des siècles, hein, la femme accouchait, et après, elle avait rien à faire. Rester, se reposer. Les bébés restaient à côté d'elle. On pouvait les prendre pour le changer et le remettre à côté d'elle. Elle s'est reposée. On lui donnait à manger. On n'avait rien à faire. Et elle était entourée. Elle n'était pas seule. L'espèce humaine a survécu parce qu'on n'a pas été seul. Mm. Et aujourd'hui, dans notre modernité, on est une femme qui, en plus, la femme, on est social, on sort, on a des amis, on a notre travail. Et tout d'un coup, elle reste enfermée, seule, à la maison, seule, sans que personne s'occupe d'elle. Mm. Et elle Et s'occupe peut-être, de son bébé, en plus. et on espère qu'elle maintienne en vie un petit être. Mm. Quand elle est super méga fatiguée, c'est la pas une césarienne, donc ça aussi. Quand peut-être elle a perdu beaucoup de sang, donc elle est avec une anémie. Tout ça, il n'y a personne qui va aller là-bas lui Mm. faire une bonne soupe bien nutritive.
Donc, et ça porte aussi à la dépression postpartum après. Mm. Bon, là, on est en train de parler de beaucoup de choses, Oui. mais Mais en tout cas, c'est c'est vrai que, important de remettre la femme au centre. Et c'est voilà, important aussi parce oui, que tu l'expliques beaucoup dans les échanges que tu peux avoir ou dans les prises de parole que tu as. On sent beaucoup cet attachement à prendre soin de la mère pour qu'elle puisse après être bien. Et donc, par ricochet, un bébé ou des enfants qui vont bien. Et c'était bien de le dire parce que il y a une forte empreinte de ce respect de la femme dans tes formations. Donc, c'était bien oui, de finir là-dessus. Merci beaucoup, Esther. bon, merci à toi. On invite chaque personne intéressée par ces sujets-là en général et par la formation en particulier à te contacter pour en savoir plus et puis pour voir de quelle façon est-ce que ils peuvent monter en compétence sur ce sujet auprès de toi, Esther. Merci. Merci beaucoup.